La honte, rien que la honte vous empêchera de frauder au Japon. Moi, c'est GM Journeys et cela fait 7 ans que je voyage autour du monde en solo. J'ai déjà visité plus de 50 pays, dont 30 toutes seules. Je suis persuadée que les voyages solo changent la vie. Donc, mon but est d'inciter le maximum de personnes à sauter le pas et à partir tout seul à l'aventure pour la première fois. Je t'invite à t'abonner pour suivre toutes mes aventures et bénéficier de mes meilleurs conseils voyage. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler des choses que j'aurais aimé savoir avant d'aller au Japon. Ou plutôt, tout ce que tu dois savoir avant d'aller au Japon. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me laisser ton plus gros pouce bleu sur la vidéo si tu aimes déjà la vibe que je te donne. Mais aussi, je t'invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok où je fais des formats qui sont différents, beaucoup plus interactifs. Le Japon, oui, c'est un pays qui est plus cher que les autres pays d'Asie, comme les pays d'Asie du Sud-Est, mais on peut aller au Japon pour pas très cher. Premier conseil à donner et qui, moi, a changé vraiment la donne pour moi pendant mon voyage au Japon, c'est de voyager pendant ce qu'on appelle la shorter season ou les shorter season. Déjà, au Japon, il y en a plusieurs. Celle pendant laquelle j'ai voyagé, c'était la saison des pluies qui était en juillet. Donc, la saison des pluies au Japon a lieu à peu près de fin juin à fin juillet, début août. Moi, j'y ai passé une semaine et c'était super bien parce que les hôtels étaient moins chers, il y avait moins de monde, mais il n'a pas beaucoup plu au final. Il a plu seulement, je crois, 2 ou 3 fois en une semaine. Ça ne durait pas toute la journée, ça durait vraiment 1 ou 2 heures et après, je pouvais sortir, me balader et faire mes activités tranquillement. Il faisait également moins chaud comme il pleuvait. Il faisait plus de 30 degrés tous les jours. Mais il faisait moins chaud que par exemple en août où il fait vraiment très très chaud au Japon. Donc vous avez cette option de la saison des pluies du mois de juillet, mais aussi l'option de l'hiver ou de l'automne où il y a beaucoup moins de monde. Il faut absolument télécharger les applications de cartes de transport qui sont soit Suica, soit Pasmo. Personnellement, j'ai trouvé Pasmo beaucoup plus facile à télécharger. J'ai pu l'ajouter au portefeuille digital dans mon téléphone. Une fois que tu l'ajoutes là, tu peux grâce à Google Pay ou Apple Pay recharger en fait la carte et ça te permet en fait de pouvoir utiliser la carte sans avoir besoin d'une application supplémentaire et tout. Et c'est vraiment très 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 pratique parce que là-bas, autant ils ont quasiment zéro barrière, zéro réelle barrière pour les transports, autant je vous déconseille, ne fraudez pas au Japon. Parce que littéralement, les contrôleurs, ils ont leur box quelque part à côté des barrières ou juste collés aux barrières la plupart du temps. Contrairement à la France, les gens qui sont assis dans la box sont des contrôleurs. Donc, peuvent venir vous demander qu'est-ce qui se passe. Et quand vous scannez et que ça fait un grand bruit, parce que quand il n'y a rien dans votre passe, il n'y a pas assez d'argent dans votre passe et que vous le scannez, ça fait un bruit vraiment strident. Je vous assure que c'est pas marrant parce que tout le monde va vous regarder. C'est une société très dans les règles et tout, donc tout le monde va vous regarder et tout. La honte, rien que la honte vous empêchera de frauder au Japon. Rien que la honte vous empêchera de frauder. Et autre chose que j'ai oublié de rajouter par rapport à Suica ou Pasmo, c'est que c'est valable partout dans le pays. Donc, peu importe le métro que vous prenez, que ce soit à Tokyo, Kyoto ou Osaka, ces mêmes passes sont valides et peuvent être rechargés. Par exemple, au début de votre voyage, vous rechargez à Tokyo, vous pouvez utiliser ce qui vous reste dedans pour Osaka ou pour Kyoto. Par contre, gardez à l'esprit qu'en général, sauf erreur de ma part, on ne vous rembourse pas ce qui est à l'intérieur de la carte. Donc, moi, je rechargeais vraiment par jour, non, parce que je ne voulais pas y laisser de l'argent au moment où j'allais partir. J'ai toujours la carte d'ailleurs dans mon téléphone au moment où je vous parle, donc c'est possible de la garder très longtemps. Elle n'est pas nominative, il n'y a pas de photo, donc c'est très 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 pratique. Et j'en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo où je vous donne des conseils pour pouvoir vous assurer d'être en sécurité quand vous voyagez. C'est le fait d'avoir tout le temps du cash sur vous au Japon. Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas utiliser la carte bancaire au Japon parce que c'est des petits restaurants, c'est des gens qui sont très, on va dire qui gardent encore l'esprit d'avant, ou tout simplement des activités, des temples, etc. Si on n'a pas de cash, ils acceptent pas les cartes. Il y a des machines pour retirer de l'argent un peu partout. Donc, grâce à ça, vous pouvez aller retirer de l'argent 24 heures sur 24, surtout dans des supermarchés comme Lawson, Family Mart et 7-Eleven. Moi, j'ai surtout retiré à 7-Eleven parce que à 7-Eleven, on a zéro frais. En tout cas, j'avais zéro frais sur mes frais de retrait. On me disait que j'avais des frais, mais au final, j'ai eu zéro frais. Donc, c'était très pratique. Et comme j'ai dit, la plupart des 7-Eleven sont ouverts minimum 20 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. Donc, ça, c'est très, très, très pratique. Donc, pas de panique si vous n'arrivez pas à arriver au Japon avec de l'argent. Vous allez pouvoir retirer un peu partout. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo de conseil, mieux vaut arriver au moins avec une petite somme et démarrer de là.
Au Japon, les prises électriques sont différentes des prises que l'on retrouve en Europe. En Angleterre, ça va être les bouts carrés. Sur le reste du continent européen, ça va plus être des bouts ronds. Mais au Japon, ça va être ce qu'on appelle les Type A plugs. Ça se trouve assez facilement dans les petits convenience stores, dans les combini. Mais si vous pouvez venir avec ou avoir un adaptateur universel, là, ça fera l'affaire. Ensuite, au Japon, tout est en japonais. Donc la plupart des choses sont en japonais, les menus. Et quand vous allez manger dans les restaurants bien locaux, bien authentiques, tout sera en japonais. Et souvent même, ils ne parleront pas du tout anglais. Ça m'a beaucoup choqué, plutôt surprise, du fait que les Japonais n'ont pas un très bon niveau en anglais. C'est pas une critique, mais pour un pays aussi touristique, j'étais très très surprise. Mais avec les gestes, pour moi, je suis persuadée que les gestes, c'est un peu le langage universel. Donc avec les gestes en général, vous arrivez à vous comprendre avec Google Traduction. Mais par exemple, les menus d'un restaurant, vous n'allez pas passer tout votre temps à essayer de recopier les caractères japonais sur votre téléphone pour traduire avec Google. Donc vous passez par quoi? Vous passez par l'application Translate qui est dans la plupart des téléphones de manière organique, automatique. Grâce à l'application Translate, vous pouvez prendre en photo automatiquement une pancarte que vous voyez, un menu que vous voyez, quelque chose que vous voyez écrit dans un certain nombre de langues et ça vous le traduira en anglais ou en français ou dans la langue que vous aurez choisie. Il n'y a pas beaucoup de langues, c'est assez limité. Mais je sais qu'il y a le japonais, il y a le coréen, il y a l'espagnol, etc., etc. Moi, Translate dans mon téléphone a beaucoup souffert au Japon parce que je l'utilisais partout. Le Japon est très strict par rapport à ça, comme par rapport à beaucoup de choses. Au Japon, il y a des endroits désignés, même dans la rue, où vous pouvez fumer. On ne fume pas n'importe où sa cigarette dans la rue au Japon. Donc, si vous savez que vous fumez la cigarette, demandez, renseignez-vous pour savoir où sont les endroits où vous avez le droit de fumer dans l'espace public. Faites très attention à ça parce que c'est des pays où les règles sont beaucoup respectées et une fois que vous essayez de dénoter ou d'être un peu anarchiste, d'être un peu à l'encontre des règles qui ont été fixées dans la société, on va vous repérer tout de suite. Donc vous amusez même pas à faire ça et renseignez-vous avant d'allumer votre cigarette. Dans la même veine, le Japon, c'est le pays où les gens, la plupart, disons 99% des gens, attendent que le feu passe au vert avant de traverser. Vous me direz, c'est logique, on est censé attendre que le feu passe au vert avant de traverser. Je suis complètement d'accord. Par contre, quand on est dans une ruelle, une petite ruelle, où il y a zéro voiture depuis 10 minutes et que les gens, ils attendent quand même jusqu'à ce que le feu passe au vert pour traverser, c'est que vraiment, c'est le côté vraiment discipline. Donc, essayez de faire comme les gens et de respecter les feux, etc., etc. Je ne pense pas qu'il y ait d'amende si on respecte pas les feux, mais essayez de respecter quand même les feux. On va continuer toujours dans la même optique du respect des règles, etc. Il y a le fait de faire la queue. Les Japonais font la queue partout pour prendre le bus, pour prendre le métro, pour attendre devant les restaurants. Beaucoup de restaurants ont maintenant des systèmes de queue électronique à travers des QR codes où on s'inscrit et une fois que c'est notre tour, ça nous envoie un message, un SMS si on peut venir. Essayez de respecter vraiment cette coutume locale de faire la queue. De toutes les manières, si vous ne la respectez pas, je pense que vous comprendrez autour de vous que les gens seront très offusqués et très étonnés parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ça. Ne laissez pas de pourboire au Japon. J'ai essayé de laisser du pourboire au Japon et ça sera automatiquement refusé. En tout cas, dans 99% des cas, le restaurateur ou la personne en question n'acceptera pas le pourboire. Parce que j'ai cru comprendre que dans les coutumes locales, quand on donne un pourboire, c'est comme si on considère en fait que la personne ne gagne pas assez d'argent grâce à son salaire ou grâce à son activité et que du coup, on se sent obligé de rajouter une somme supplémentaire autre que la somme qu'on a déjà payée pour le service. Et je n'y croyais pas quand les gens le disaient sur les réseaux sociaux. Ça m'est arrivé, donc je peux témoigner que vraiment, ils n'acceptent pas. Ensuite, on va parler du fameux JR Pass, le Japan Rail Pass. Dans mon cas, je n'ai pas utilisé le JR Pass parce que c'est pas un avantage pour moi. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est d'utiliser le Japan Rail Pass Calculator. Il y en a plusieurs, je pense, qui permettent en fait de calculer vos différents voyages en train à travers le Japon et qui pourra vous dire en fait est-ce que ça sert à quelque chose ou pas d'acheter le Japan Rail Pass. Parce que moi, quand je suis partie là-bas il y a quasiment 2 ans, Japan Rail Pass ne coûtait pas très cher. Apparemment, il a augmenté, le prix a augmenté de je ne sais pas combien de pourcents, donc, mais c'est devenu très très cher. Si vous pouvez éviter de l'acheter, faites-le. Si vous pouvez directement faire vos achats dans les boutiques qui sont tax-free, faites-le. Comme ça vous évite en fait d'avoir à partir, redemander, de faire rembourser la taxe, etc. En tant que touriste, il y a plein de boutiques au Japon qui sont tax-free. C'est-à-dire que vous y allez, vous n'avez aucune taxe sur ce que vous payez, donc ça vous économise en temps.
transports au Japon sont un espace de calme et de sérénité. Ça m'a fait très bizarre au début parce que personne ne pipe mot, vraiment. Les gens sont sur leur téléphone respectif. Même les notifications des téléphones, on ne les entend pas. Les gens lisent ou les gens dorment. Mais vraiment, il n'y a aucun bruit. Même les enfants, limite, ne font pas de bruit. C'est vraiment, vraiment très, très, très calme. Et contrairement, par exemple, aux transports en commun en Europe ou dans d'autres pays que j'ai eu à faire, essayez de vous fondre dans la masse au maximum. Tu dois porter en fait des baskets parce que tout simplement les Uber et les taxis sont très 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 chers au Japon. Donc 95% des personnes et surtout des touristes qui viennent là utilisent exclusivement le métro, le bus, les trains locaux parce que c'est très propre, parce que c'est pas cher, parce que c'est super accessible et super reliable. C'est-à-dire qu'on peut se reposer sur eux, ils sont toujours à l'heure. J'ai vu un truc passer, je sais pas il y a combien de jours, disant que ils ont eu 35 secondes ou combien de secondes de retard, ils se sont excusés, ils sont vraiment à l'heure. Donc d'ailleurs, si vous devez prendre le train au Japon, le bus, ou peu importe ce que vous devez prendre, soyez à l'heure devant la station, devant l'arrêt, parce que vous serez très étonné de savoir que à l'heure pile, le truc il sera déjà parti. Ils sont vraiment à l'heure, à l'heure, à l'heure. En allant au Japon, n'amène pas beaucoup de gel douche, de crème, etc. Surtout si tu veux voyager léger et pouvoir remplir tes bagages de souvenirs après. Parce que la plupart des hôtels, honnêtement, dans lesquels je suis allée, à Tokyo, Osaka et Kyoto, te donneront du gel douche, des brosses à dents, pâte dentifrice, de la crème, nettoyant visage, sérum pour le visage. Franchement, je ne dis pas ça pour exagérer, mais ils auront quasiment tout ce dont vous avez besoin, même parfois un pyjama. Pas forcément sûr qu'il soit à ta taille, ils ont la plupart des choses dont on a besoin. Et gratuitement, c'est inclus dans le prix de l'hôtel. Ne néglige surtout pas la nourriture de ce qu'on appelle les convenience stores, les combini. Donc 7-Eleven, Lawson, Family Mart, ne néglige vraiment pas leur nourriture parce qu'ils ont souvent des pépites en termes de petits desserts, de petits trucs très très bons. Tu retrouveras pas dans les autres européens. Et franchement, je pense que c'est une expérience aussi. Ça fait partie du Japon. C'est culturel chez eux, les combini. Surtout si tu as une petite faim au milieu de la nuit ou très tôt le matin, c'est des endroits parfaits pour aller en fait goûter aussi les petits snacks locaux, etc. Donc je te conseille vraiment de ne pas négliger la nourriture de 7-Eleven, de Lawson, de Family Mart. Enfin, le dernier conseil que je donnerais, c'est si tu veux ramener des souvenirs du Japon, va à Daiso, va à Don Quijote. Il y en a des immenses. Moi, je suis allée dans un immense Don Quijote qui est dans le centre-ville de Osaka, dans le quartier de Shinsekai. Il est ouvert de 9h à 5h du matin tous les jours. Donc 20h sur 24, tu trouves quasiment tout ce dont tu as besoin. Des slips, des bijoux, de l'alimentaire, des jeux. Mais je sais même pas quoi citer tellement qu'il y a des choses en fait dans ce magasin-là. C'est énorme, énorme, énorme. Et donc vraiment, Daiso et Don Quijote sont parfaits vraiment pour avoir plein de variétés et de possibilités en fait de cadeaux qu'on peut offrir à vos proches ou vous offrir vous-même, sans bien sûr parler de tout ce qui va être les friperies, le vintage, etc. pour les gens que ça intéresse. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser ton plus gros pouce bleu, à me dire en commentaire lequel des conseils t'a le plus plu ou laquelle des choses t'a le plus surpris. Est-ce que tu prévois d'aller au Japon un jour? Est-ce que tu aimerais que je fasse une autre vidéo où je te parle du Japon ou d'autres choses à propos du Japon? Dis-le moi dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à bientôt. Bye!